Toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes en train de suivre BB1, la femme par excellence. Cette émission, en tout cas, qui met en valeur le savoir, qui met en valeur les élites, qui met en valeur les nobles, mais ceux qui ont une pensée noble, ceux qui ont un savoir noble, les entrepreneurs, les hommes politiques, les commerçants et commerçantes, bref, en passant par la science, les artistes, etc. Tous, en tout cas, qui met en valeur la République démocratique du Congo, ces beaux pays que nous ne cessons, en tout cas, de vanter, que nous cessons de pousser en avant parce que ces pays, en tout cas, peuvent démarrer l'Afrique. Je suis très content de savoir que nous allons passer un très bon moment comme d'habitude. J'ai des invités sur le plateau, mais aussi un grand public comme d'habitude. Donc, je vais pouvoir demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir acclamer pour sa présence. Est-ce qu'on peut applaudir un peu plus fort? Et oui, partout où vous nous suivez, que ce soit sur Internet, que ce soit sur B1 Télévision, sachez très bel et bien que vous êtes sur la bonne chaîne à la bonne heure parce que vous êtes en train de suivre BB1, la femme par excellence. Cette émission, en tout cas, qui met en valeur, comme je disais, le savoir. Aujourd'hui, nous avons le savoir sur ce plateau. Je ne vais pas tarder à passer par les présentations, passer directement par les présentations. Je vais commencer par la dame, la Bibi de ce soir. Alors, bonsoir Nadège. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. À l'aise, hein? Oui, on dirait n'a pas allé vraiment vendre dans le canapé, oui, on l'acclame un peu, hein? Je suis très à l'aise. L'accueil est impeccable, alors c'est normal que je sois à l'aise. Bienvenue sur BB1. Merci de m'avoir reçu. La première fois, des impressions? Très bel accueil, comme je viens de le dire, et j'espère que l'émission se passera autant bien. Très bien dit. Tu es styliste en passant? Non, mais je suis accompagnée d'une styliste qui est ma sœur, elle est dans le public. C'est bien, ça peut, on acclame encore pour elle et aussi pour la styliste. Hein? Et donc, je passe directement de ce côté, l'habitué du plateau, monsieur Simara Faustin. Habitué, mais toujours un peu stressé quand il faut passer chez Chibunga. Et moi, toujours aussi extasié parce que je sais que nos téléspectateurs vont bénéficier d'un plus dans leur savoir. On va essayer d'échanger pour changer, évidemment. Alors, vous allez bien? Très bien, vous le savez, on est tous là, ça veut dire que tout va bien. On l'acclame comme il faut aussi, non? Alors, quelle nouvelle, la capitale, le Congo, l'Afrique, tout se passe bien? En tout cas, on ne dira pas que tout se passe bien parce que vous êtes sans ignorer que l'actualité nous amène à l'est de notre pays, encore une fois. Et on ne va pas dire que Kinshasa va bien pendant qu'une partie de la République n'arrive pas à s'élever tranquillement, avec sérénité. On ne va pas dire que tout va bien. Mais une nouvelle pour dire est que la dernière fois que j'étais sur ces plateaux, je ne fais pas mon signe ici, vous avez remarqué qu'il y a un changement et qu'officiellement, je me suis lancé en politique et j'ai choisi mon parti politique, le LJD. Et je pense que c'est ça qui peut être comme actualité par rapport à la dernière fois que j'étais sur votre émission. Très bien dit. Je vais rester un peu sur quelque chose que vous avez dit de très important. L'Est de la République démocratique du Congo, une énième fois où on nous attaque. Moi, j'aimerais savoir, je vois les jeunes se mobiliser, aller à la gare centrale, des drapeaux, bougies, marcher, etc. Est-ce que cela peut changer réellement quelque chose? Parce qu'à chaque attaque, il y a ce genre de marches-là. Est-ce que ce n'est pas des marches pour prendre des photos, pour vendre sa personne, que des marches pour réellement militer pour la vraie cause ou toquer où il faut? En tout cas, pour répondre à votre question, chaque action qui vise à rétablir la paix ou aller avancer vers la paix est toujours à saluer. Mais c'est vrai, vous avez constaté que les actes se multiplient, il y a des attaques qui arrivent de partout. Et aujourd'hui, on arrive à identifier d'où ça vient. Et je ne citerai pas un pays, mais tout le monde qui me suit, ils peuvent se faire une idée parce qu'on parle de l'Est. Et vous allez remarquer que c'est vrai qu'il y a l'élan patriotique. Pas plus tard que hier, par rapport à l'heure à laquelle nous enregistrons l'émission, nous étions à une marche avec notre parti politique. On a marché pour encourager nos vaillants soldats qui sont déterminés à défendre la République et nous pensons que les marches contribuent aussi à poursuivre les efforts de paix parce qu'aujourd'hui,
Tout le monde pense qu'il faudrait quand même arriver à battre l'ennemi sur le terrain ou sur les champs de bataille au lieu d'aller sur un plan diplomatique qui n'arrive plus à soulever les meilleures questions. Même si je ne veux pas me présenter comme un faucon, mais sinon on ne va plus non plus démérer comme des colombes. Très bien dit. Nadège, on va rester un peu sur ce sujet avant d'entamer les vrais sujets du jour. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que selon vous, cette histoire, ce n'est pas quelque chose qui font que les jeunes leaders essayent de profiter voilà, de quelque chose pour se vendre eux-mêmes en faisant des photos, voilà, notre pays, etc. Il y en a qui vont plus loin, qui font des affiches pour dire non à ceci, cela. Est-ce que vraiment le combattant, c'est ceux qui sont dans M23 pour citer la chose par son nom, est-ce qu'ils peuvent voir cette affiche-là ou voir les drapeaux qu'on étale à la gare centrale arrêter de tuer? Merci pour la question. Moi, je pense que les marches ne doivent pas être réduites à ce que vous essayez de décrire et que quand nous marchons, c'est d'abord parce que nous sommes patriotes. Alors, les gens, c'est aussi une façon pour nous de permettre une prise de conscience collective. Alors, quand nous marchons, ce n'est pas pour des photos, non, ça c'est un peu insultant. Si on interdisait les photos et tout ça, vous pensez que ça va continuer? Mais oui, ça va continuer parce que ça reste très symbolique et les symboles ont son importance dans toutes les luttes. Ça reste très symbolique, mais il faut le dire clairement, il faut des réponses militaires, économiques et politiques. Donc, il faut une réponse globale. À ce niveau, on est d'accord qu'il faut les mentionner, mais ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, c'est simplement les résultats de la mauvaise gouvernance. On a vu il y a quelque temps notre dirigeant actuel câliner l'ennemi hier. Alors, est-ce pas là une forme de légèreté? Très bien dit. Je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour rappeler que chaque BB1 égale un sujet. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'un sujet très important. C'est la représentativité de la femme dans la politique en RDC. Et oui, ça fait 2 ans et demi, si j'ai bonne mémoire, que nous avons sur ce plateau reçu la jeune vice-ministre Aminata Namassia, avec elle nous avons parlé d'un sujet un peu comme celui que nous allons aborder aujourd'hui. 2 ans et demi après, il y a eu des nominations, il y a eu changement de gouvernement. Combien de femmes, combien de jeunes femmes sont dans des postes à responsabilité? Combien de femmes brillent? Combien de femmes pointent à l'horizon pour les élections qui arrivent? Nous allons essayer de comprendre avec nos invités de ce plateau. On va rester un peu chez vous. Alors, la première question est celle de savoir, vous êtes active aujourd'hui en politique. En effet. C'est quoi le but? Moi aujourd'hui je me suis engagée. Je me suis engagée en politique il y a 4 ans, mais c'est la première fois que je le fasse comme je le fais aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis engagée en politique parce que j'ai la ferme conviction que grâce à la politique, il n'y a pas de fatalité. Dès l'indépendance à nos jours, la classe politique a échoué sur les plans sociaux, sur les plans économiques, mais aussi sur les plans sécuritaires. La situation de l'Est le démontre. Et mon engagement en politique, c'est un peu une réponse à ces désespoirs collectifs parce que les gens n'y croient plus. Donc je veux par l'échange convaincre, je veux par l'échange proposer un horizon, mais cela, ça passe au travers du projet des sociétés que notre président Matata Ponyo propose aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis au LGD aujourd'hui. Très bien, je reviens un peu de ce côté. Faustin Timanga, quand on parle des jeunes politiciens aujourd'hui, la réponse n'est pas très satisfaisante. Quand on parle des jeunes humoristes aujourd'hui, on est satisfait de voir Rancia qui nous représente bien. On est satisfait de voir Dadi, le pasteur Herman, je pense, qui nous représente super bien. Kezmao était dans la musique. Innocent Ballon est dans la musique, qui font du très bon boulot. Les autres ont commencé d'ailleurs très jeunes, ils ont grandi. Mais quand on regarde en face, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, ça date vraiment de longtemps
que les jeunes ont assumé des postes à responsabilité, qu'ils ont été présidents, qu'ils ont été présidents de l'Assemblée nationale. Et même les jeunes qui sont dans des postes importants, ben, ils n'assument pas trop bien selon ce que les peuples disent. Voilà, on a du mal à voir certains logos de certaines chaînes changer, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'espoir dans la jeunesse congolaise? Il ne faut pas perdre espoir. Ça sera la même question pour vous. Il faut après perdre l'espoir, je disais. Vous savez, la question telle que vous l'avez posée pourrait faire croire que la jeunesse est un problème. La jeunesse n'est pas un problème. Et on est d'accord qu'aujourd'hui, les problèmes qui est dans notre société, c'est un problème de leadership. Et c'est l'absence d'un leadership transformationnel, parce que nous avons choisi un parti qui se focalise sur cette thématique ou sur cette vision-là. Vous allez vous rendre compte que quand vous citez les représentants de la jeunesse dans plusieurs domaines qui arrivent à émerger, et des fois on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils font, c'est souvent parce qu'on n'a pas une logique qui permet de décoder tout ça. Voilà pourquoi j'allais dire qu'il faudrait se focaliser sur la capacité de mobilisation de tous ces gens-là. Comment ils font pour pouvoir aller vers les autres, parce qu'il faut impacter, il faut influencer, je peux bien dire comme ça. Comment on arrive à créer cette mobilisation-là pour qu'on arrive à un but commun? C'est ça qu'on appelle le leadership. Et sinon, je pense qu'il y a un déficit du leadership au Congo, et c'est ce qui fait que la jeunesse n'arrive pas à produire comme il pourrait peut-être produire s'il était mis dans des conditions de leadership que nous voulons avec notre parti, par exemple. Très bien dit. J'allais dire la même question, mais j'ai une autre question qui me vient. Vous êtes jeune dans la politique. Si je vous demande de me citer les jeunes personnes en politique qui vous inspirent, vous. Au Congo ou au à Congo. l'étranger? Bon, moi, personnellement, mon engagement... Est-ce qu'on n'est pas en manque des jeunes leaders en politique? En tout cas, moi, personnellement, comme je l'ai dit au début, moi, c'est les convictions qui m'ont poussé en politique. C'est pas vraiment une figure politique qui m'a poussé à m'engager. Alors, en ce qui concerne la jeunesse, il y a un contexte. Actuellement, la jeunesse est abandonnée. Il y a des valeurs qui sont bafouées, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec la jeunesse, c'est un peu les résultats de ces manques de leadership, comme a dit mon ami Faustin. C'est vraiment ça les problèmes. Voilà pourquoi les LGD proposent une sortie vers les hauts. Et cette sortie vers les hauts, c'est le leadership transformationnel. Et on a un projet de société qui répondra effectivement à ces problèmes liés à la jeunesse. Mais sinon pas, je vois de plus en plus de jeunes qui s'engagent, bien que ça prendra un peu du temps parce qu'on doit échanger, on doit apprendre. Moi, je suis jeune, hein, donc je suis en quelque sorte la jeunesse, et Faustin également. Donc voilà, il y a quand même des gens qui foncent et qui font bien les choses. Très bien dit. Je reviens un peu de ce côté. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un état où on cherche la représentativité féminine. Mais le quota, est-ce que selon vous, il est vraiment bien atteint? Celui de 30%. Moi, je n'aimerais pas qu'on parle du quota, hein, parce que les femmes méritent de mériter leur place. J'espère que vous m'avez suivi. Très bien. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on puisse aller sur une forme de quota, parce que ça sera, à mon sens, un peu discriminatoire. Le terrain politique, c'est un terrain où il faut compétir, gagner des postes, mériter des postes. Il ne faudrait pas qu'on parte sur un plan de quota. Je m'explique. On est dans un parti politique, il y a beaucoup de femmes, il y a aussi des hommes. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse laisser croire qu'il faut avoir un quota pour arriver à dénicher les compétences des femmes. Dans notre parti politique, le LGD notamment, les femmes ont fait leur preuve. La preuve, on a une femme de notre parti politique qui est sur ces plateaux. Il ne faudrait pas que les femmes puissent croire qu'il faut faire autre chose que développer la compétence pour être en politique. Et j'encourage les femmes à faire la politique. Voilà. Très bien dit. J'aimerais comprendre quelque chose. Pensez-vous que le problème, c'est le Congolais ou c'est le parti politique? Parce que
les partis politiques, avec le temps, c'est un peu comme les clubs de foot. À un moment, ton idéologie peut changer, tu quittes, tu vas ailleurs. Mais on voit toujours cet aspect de personnes dans le parti qui essayent de bien vanter, c'est bien beau, mais est-ce que, pensez-vous que le problème du développement congolais, le problème de la femme, c'est elle-même ou ce sont les partis politiques? Est-ce que si aujourd'hui tout le Congolais entrait dans votre parti politique, 2 ans après le Congo sera l'Inde ou je ne sais pas, le Brésil? Tout d'abord, on ne peut pas dissocier les Congolais et les partis politiques parce que les deux font qu'un. Donc, j'explique. Les partis politiques sont des structures qui sont élaborées par des Congolais, par des hommes et des femmes qui ont un projet des sociétés qui doit être mis en place. Alors, nous, par exemple, dans notre parti, on privilège la compétence. On met un accent sur les mérites. Une fois que vous êtes compétente, je parle des femmes bien sûr, vous avez votre place. Vous avez votre place dans des fonctions de haute responsabilité. Donc, il ne s'agit pas d'être une femme ou de ressembler à je ne sais pas moi qui pour pouvoir mériter une quelconque place. Donc, on passe par la méritocratie. Mais sinon, il est important de dire qu'il y a des problèmes au sein des partis qui sont souvent liés à des stéréotypes sociétals. On a par exemple dans des partis, moi par exemple, ce sont des choses que j'ai déjà vécues. Hein, quand par exemple on est face à un poste comme la présidence, on a tendance à tout de suite vous proposer la vice-présidente alors qu'on sait très bien que vous pouvez faire mieux ou que vous pouvez présider. Donc c'est aussi lié un peu au stéréotype du genre, mais c'est la formation et la vulgarisation de la politique qui mettra fin à ça. Mais c'est aussi important de mentionner qu'il y a des pratiques au sein des partis politiques qui doivent prendre fin. Et ça, ce sont des pratiques qui mettent à terre des partis politiques, comme par exemple chanter nos leaders, chanter la gloire d'un leader. On est d'abord, avant tout, derrière un projet des sociétés. Et ce projet des sociétés est bien évidemment porté par un homme qui a les tripes et les compétences pour les mettre en œuvre. Voilà pourquoi nous sommes derrière M. Matata Mponyo, parce que nous sommes convaincus, je le suis, qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien les projets des sociétés qu'il a et sortir ces pays du gouffre, si je peux le dire comme ça, et proposer un printemps congolais. Très bien dit. Moi, j'aimerais savoir, quel est votre plus beau rêve pour le Congo? Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je n'ai pas un rêve précisément, j'ai des rêves, j'ai plusieurs rêves, mais ces rêves, je suis convaincue qu'on les réalise en travaillant. Donc, je suis les résultats d'une lutte, d'un travail acharné. Et je pense que comme... Sans rêve, sans projection. Non, je ne dis pas que sans rêve. Je n'ai pas un rêve, j'ai des rêves. Je rêve que les Congos deviennent grands. Quels sont vos rêves pour le Congo? Je rêve que les Congos soient grands un jour, que les Congos voient ses fils et ses filles. Grand, genre on prend un peu la partie de Brazzaville, on rajoute à notre Congo? Non, c'est pas du point de vue géopolitique. Quand je parle des grandeurs, je parle des valeurs, de l'économie, de la société, que nous vivons dans un pays où manger n'est pas un problème, se déplacer n'est pas un problème, qu'on vive dans un pays où on peut se faire soigner, quel que soit notre rang social. C'est de ça que je parle parce que ce sont là les éléments qui constituent la vie d'un être humain. Et si ces éléments ne sont pas réunis, nous ne sommes pas une nation. Très bien dit. Alors, Monsieur Simama, j'aimerais savoir, quand on va à l'école, on se rend compte dans plusieurs salles, il y a plus de femmes que des hommes. Si je peux dire garçon-fille. Quand on essaie de regarder à l'université, c'est un peu la même chose. Quand on essaie de regarder sur Terre, il y a plus de femmes que des hommes. Restons sur la RDC pour se dire que dans l'histoire de la RDC, déjà depuis la lutte, il n'y a pas beaucoup de noms de femmes. Quand on essaye de voir des personnes, par exemple, qui ont été gouverneurs de la grande ville de Kinshasa,
je pense qu'il n'y a que Catherine Zozi Wambombo, si je ne me trompe pas. Ouais, effectivement, oui. On essaie de voir le poste à responsabilité, le Sénat, l'Assemblée nationale, il y a toujours moins de femmes. Aussi longtemps que dans plusieurs classes, il y avait plus de femmes qui étaient premières, deuxièmes. Parmi les 5 premiers, il ne manque jamais 2 femmes, ça c'est sûr, dans toutes les salles. Quels sont les problèmes qui freinent les carrières des femmes? N'est-ce pas l'homme qui la bloque? Vous êtes dur avec les hommes, là. C'est une question. Mais effectivement, oui. Mais j'aimerais dire tout de suite que dans l'histoire de la RDC, c'est vrai que les femmes ont été rares, mais il y a eu quand même des femmes. Je ne vous parlerai pas de Kimpavita que vous connaissez très bien. Il y a beaucoup qui ont impacté positivement la société. Et aujourd'hui, moi, je peux, sans risque de me faire contredire, que les femmes tiennent le Congo. On ne peut pas parler du Congo sans parler de femmes. Chaque matin à 4 heures, qui se réveille pour aller vendre le pain, pour faire vivre nos ménages, c'est les femmes. Et il ne faudrait pas qu'on puisse penser que impacter sa société et qu'au niveau de l'échelle la plus élevée de la société. On parle du leadership et que le leadership, c'est comme une flamme qui se développe. À un certain moment, si vous n'arrivez pas à attiser la flamme, elle s'éteint. C'est comme une flamme, vous voyez. Donc, du coup, si les femmes étaient assez nombreuses dans les auditoires d'université, ils doivent continuer avec la lutte. Parce qu'après, l'université commence en réalité la vraie université qui est l'université de la vie. Il faudrait que les femmes continuent à travailler de telle façon qu'ils puissent mériter la place en société. Ce n'est pas une question de femmes ou d'hommes. C'est vrai, je ne veux pas faire semblant d'ignorer qu'il y a des pesanteurs qui sont entretenus par certains hommes qui font en sorte que les femmes n'arrivent pas à avancer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va enlever l'aspect compétence sur la table pour favoriser l'avancée des femmes. En réalité, moi, je pense que les femmes devront continuer à faire des efforts pour exister et faire des efforts pour s'affirmer en politique notamment. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, le parti LJD est dans une logique qui va favoriser l'émergence de femmes parce qu'on ne se focalise pas sur les genres, on se focalise que sur la compétence et sur la qualité. Aujourd'hui, si vous êtes au LJD, vous travaillez à un certain niveau, vous allez avoir les postes que vous voulez. Je l'ai constaté sur les quelques jours ou les quelques mois que le LJD a déjà eu à mener des actions, qu'il y a une certaine représentativité de la femme, mais c'est juste qu'il y a moins de femmes qui s'engagent réellement en politique et c'est ce qui justifierait peut-être le manque de représentativité dans les institutions. Mais il faut qu'il y ait des efforts des deux côtés. Ça veut dire que les hommes doivent faire les efforts pour orienter les enfants, parce que les femmes, avant de devenir des adultes, sont des enfants, orienter les enfants qui sont des filles et tout, dans une logique de choisir aussi les métiers qui ne sont pas, entre guillemets, considérés comme le métier traditionnellement attaché aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de métier spécifiquement pour les hommes, tout comme les femmes. On est sur un plateau télé. C'est vrai qu'il y a il y a quelques années, c'était rare de croiser les femmes sur un plateau télé, mais aujourd'hui, la plupart qui sont sur le plateau télé, c'est des femmes. La plupart qui impactent dans la société à travers l'entrepreneuriat, c'est des femmes. La plupart qui impactent en politique, c'est aussi les femmes. N'oubliez pas, Janine Mabunda a, pour la première fois, été présidente de l'Assemblée nationale. Et je pense que peu importe ce qu'on pourrait dire, c'est des avancées. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que nous sommes de ceux qui encourageons les femmes de pouvoir continuer à travailler pour ne pas faire éteindre la flamme du leadership en eux. Voilà. Très bien dit. Alors, j'aimerais comprendre un peu, selon vos observations, pourquoi il y a moins de femmes qui s'engagent à la politique? C'est parce que, entre guillemets, c'est un terrain d'hommes? Est-ce que c'est parce que la politique est dangereuse? Les femmes ont souvent peur, surtout de la mort. Ou c'est parce que leur place est à la cuisine? Merci pour la question. Je vais rebondir sur ce que tu as dit bien avant. Tu as parlé des chiffres. Comme tu viens de le dire, 52% de la population congolaise, ce sont les femmes. Mais lorsqu'on observe ou on regarde les rapports de janvier 2020 de l'Union interparlementaire, seulement 17% des femmes sont au gouvernement, 12% à l'Assemblée nationale.
et moins de 10% dans les postes de sécurité, c'est-à-dire la police, l'armée et la justice. On voit là bien que les chiffres ne correspondent pas à l'article 14 de notre Constitution qui veut de l'équité et de l'égalité. On est très loin de cela, mais on doit bien le dire, il y a des obstacles au niveau de l'éducation. Très souvent, comme je l'avais dit avant, les femmes sont orientées vers des postes secondaires. Moi, par exemple, quand je grandissais, on me disait souvent que je suis un peu un garçon manqué. Peut-être que c'est ça qui m'a donné le courage de m'intéresser à ces métiers d'homme, comme on le dit. Parce que, voilà, après, nous sommes les résultats un peu d'un système, d'une façon de voir les choses, d'une façon de faire les choses. Mais parler de ça sans parler des avancées qu'il y a eu au gouvernement serait injuste. En effet, ça va faire un moment que dans des gouvernements, il y a eu des femmes qui ont occupé des postes de haute responsabilité et dans des ministères clés tels que les affaires étrangères, les plans ou l'économie. Mais aussi, l'Assemblée nationale a été présidée par une femme pendant plusieurs mois. Mais ce sont des avancées, ça va très lentement. Et je pense que si on continue sur cet élan, on va atteindre les chiffres voulus. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la jeune femme quinoise, qui a envie d'aller à Dubaï, envie d'aller à Brazza, en Afrique du Sud, envie de rouler sa belle voiture, va perdre du temps pour être dans un parti, venir à toutes les réunions, commencer à porter des t-shirts, monter, descendre, attendre 15 jours et Simba. Par là, je veux dire que ça sera vraiment facile d'arriver à mobiliser les femmes pour que d'ici 5, 10 ans, qu'il y ait cette représentativité à un nombre peut-être supérieur. Est-ce que quand vous observez la jeune femme congolaise aujourd'hui, c'est qu'elle veut TikTok et tout ça? Est-ce qu'elle est vraiment prête à comprendre qu'il y a vraiment sa place en politique? Parce que c'est un monde... vous voyez, de TikTok à Twitter, il y a quand même une distance. Hein? Mais oui, ça, ce sont des faits, mais il n'y a pas que la femme. Hein. Il y a aussi des hommes qui sont dans la distraction totale. Donc, on doit parler des choses dans son ensemble. Mais sinon, pas aujourd'hui, on doit reconnaître que notre pays met en avant les antivaleurs. Ces femmes qui vont à Dubaï, ces femmes qui s'adonnent à des pratiques qui nous dégradent, sont peut-être une minorité. Je ne confirme pas, mais je le dis, sont peut-être. Mais est-ce que les femmes qui travaillent effectivement sont mises en avant? Parce que quand moi je parle des femmes qui travaillent, je ne parle pas que des femmes qui sont au gouvernement. Je parle de la maman, par exemple, qui est au coin de chez moi, qui vend du pain, mais c'est une femme travailleuse. Est-ce qu'on peut aussi parler d'elle? Est-ce qu'on peut parler de toutes ces femmes qui se battent jour et nuit? Parce que la femme aujourd'hui, quand vous allez par exemple au marché ou dans des centres commerciaux, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui est là. Donc moi je pense que il y a un travail à faire, en effet, pour convaincre un grand nombre, mais c'est possible, et cela passe par l'échange, comme je l'ai dit, et à travers l'échange, je pense qu'on peut amener une majorité des jeunes femmes à s'engager à des causes nobles, mais c'est là aussi, les médias, vous avez un rôle à jouer, hein, parce que quand on a des affaires un peu contraignantes, ça passe très vite aux médias, mais quand on a une femme qui travaille, par exemple, ou une femme qui fait des belles réalisations, ça fait pas beaucoup de bruit. Alors du coup, parfois, on a l'impression qu'il n'y a que ce que vous avez décrit bien avant. Vous êtes là. Ça démontre quelle qualité des personnes nous recevons ici. Et donc, je passe directement de ce côté. Échangeons pour changer. Elle était en train de dire que c'est très important de passer un message positif, de mettre en valeur les personnes qui méritent. Est-ce que quand vous échangez avec la jeunesse, à travers les conférences que vous avez eu à voir, à travers votre plateforme qui met en valeur le GN et tout ce qui va avec, est-ce que vous avez vu en face de vous une jeunesse prête à comprendre et à changer? C'est vrai qu'avant mon engagement au LJD, j'étais en train d'organiser plusieurs conférences qui étaient axées essentiellement sur l'échange. Mais aujourd'hui, je parle beaucoup plus de mon engagement qui est dans une certaine continuité de ces désirs ou de cette envie d'échanger pour changer. Et vous comprendrez que
il y a besoin urgent dans notre société d'établir des cadres d'échange proprement dit. Et même au sein de nos partis politiques, il faudrait qu'on puisse privilégier l'échange parce que c'est à partir de l'échange qu'on va pouvoir identifier le réel besoin de cette population-là que nous sommes en train de représenter d'une certaine manière. Et vous comprendrez que si on arrive à créer un cadre qui privilégie l'échange, nous allons régler beaucoup de problèmes. Et dans l'histoire de notre pays, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais vous allez vous souvenir que à chaque fois qu'il y avait un problème dans notre société, on se réunissait autour d'une l'arbre à palabres. Et il y a beaucoup de choses qui ont été, ou beaucoup de problèmes qui ont été évités parce qu'on était prêt à échanger. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on manipule l'opinion, on oriente l'opinion d'une certaine manière pour des fins purement politiques. Je ne citerai pas le cas de notre président national, Augustin Matata Ponyo, qui est acculé de toutes parts, avec une affaire qui ne dit pas son nom, qui sort de telle institution judiciaire à telle autre. On n'arrive même plus. On est en train de déprécier la qualité de notre justice. Et même si on prétend promouvoir l'état de droit, vous allez vous rendre compte que c'est ce type de questions-là qui doivent vraiment être traitées pour que des solutions puissent être trouvées avec l'échange. Et aujourd'hui, si réellement il y a besoin de la justice, par exemple, dans le cas de notre président national, vous allez vous rendre compte que la justice n'a même pas de fait à reprocher à notre président. C'est vrai qu'il y a besoin d'échanges dans notre société, mais il faudrait aussi arriver à pouvoir maintenir une justice pour tous. Une justice sociale pour tous, une justice économique pour tous, et ce qui va favoriser le cadre d'échange et qui permettra en sorte que les Congolais discutent entre eux pour qu'on arrive à changer certaines choses ou régler certains problèmes sans forcément passer par des voies qui ne sont pas recommandables. Et vous allez vous rendre compte, encore une fois, je vais le répéter, que si on arrive à échanger, si on arrive à intégrer dans notre population l'idéal du leadership transformationnel qui consiste essentiellement à prendre un groupe de Congolais, les faire quitter d'un point A à un point B, mais avec un but précis. Là aussi, je recommande aux femmes de vouloir être des leaders, mais être des leaders transformationnels. Et pour arriver à l'être, il y a un parti qui s'est focalisé sur ces questions-là, c'est le LJD. Et il faudrait peut-être décider de vous engager parce que vous ne pouvez pas vouloir impacter en politique sans être dans la politique. Et même si moi je dis que la politique, ce n'est pas seulement l'appartenance à un parti politique, mais c'est participer à toutes les actions qui sont liées à la gouvernance de l'État. Pour ne pas monopoliser la parole, vous l'aurez compris, qu'il faut favoriser le cadre d'échange pour les femmes notamment. Alors on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Je reviens un peu chez vous. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, quels sont vos rêves pour la RDC? Cette fois, j'aimerais comprendre quels sont vos rêves à vous pour le Congo. Pas de votre parti, pas de votre président, vos rêves à vous. Si aujourd'hui vous êtes présidente, qu'est-ce que vous faites pour ce pays? Si aujourd'hui je suis présidente, je vais œuvrer pour que chaque Congolais se sente dans son pays. Pour que aujourd'hui les Congolais ne décident pas d'aller à l'étranger parce qu'on voit un peu ce qui se passe avec l'immigration. Les gens essayent de toutes les façons de partir parce que la vie est devenue invivable chez nous. Alors je me battrai pour mettre fin à cela, mais aussi je me battrai pour apporter un horizon nouveau, des changements au sein des institutions de l'État, mais aussi des grands changements en termes d'éducation, en termes des questions sociales, en termes des questions économiques. Je me battrai pour qu'il y ait de l'égalité, qu'il y ait de la fraternité et qu'il y ait la cohésion nationale. Il y a une question que je pose très rarement et je la pose aux personnes avec qui je passe du temps sur cette émission ou sur ce plateau et dont j'ai toujours du mal à comprendre leur personnalité. J'aimerais vous la poser. Je vous écoute. C'est celle de savoir si vous arrivez de passer 5 minutes bloqué dans un ascenseur et vous devez être avec un leader mort ou vivant, peu importe l'époque. Ça serait qui?
Ça veut dire votre idole, la personne qui... Voilà, ça peut être Beyoncé, ça peut être Nelson Mandela, ça peut être Coach Amoshik. On applaudit quand même, hein? Voilà. Quelle serait cette personne? La personne serait Patrice Emery Lumumba. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma jeunesse. On l'acclame quand même, non? Je m'inspire beaucoup de son combat, qui est juste et noble. Et je vois en notre président national actuellement, le président Matata Ponyo, cette continuité de la lutte qu'avait entamée Patrice Emery Lumumba. Et ce sont des luttes qui m'ont transformée, qui ont fait de moi celle que je suis. Et si je me retrouve dans un ascenseur coincé, comme vous le dites, je souhaiterais voir Patrice Emery Lumumba pour lui demander quel est le secret, comment il a fait, parce que parfois on se sent perdu. Très bien dit. Alors nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. On va commencer à chuter à partir de vous. Moi, j'aimerais que vous puissiez passer un message d'espoir pour la jeune femme, un message qui peut toucher certaines, en tout cas à démarrer leur carrière politique, parce qu'on a besoin des femmes dans tous les domaines. Et donc, vous avez cette caméra en face de vous pour pouvoir passer un message toucher à cette jeune femme qui peut-être ne croit pas en elle, qui peut-être hésite encore à faire des pas dans ce monde. Ouais, je commencerai par dire aux femmes qui nous suivent aujourd'hui que s'engager dans la vie en général et en politique en particulier demande du courage. Pourquoi du courage? Parce qu'il y aura des pots de banane sur le chemin. Le chemin politique n'est pas pavé d'or. Et vous allez comprendre que à chaque fois que vous allez mettre le pas en avant, il faille qu'il y ait du courage pour arriver à continuer la lutte. Tout à l'heure, on a dit qu'à l'université, il y avait beaucoup plus de femmes. Et en politique, il y a moins de femmes. On considère que l'université, c'est la ligne de départ et la politique, c'est la ligne d'arrivée. Il faut endurer des étapes, il faut rester ferme dans ce qu'on croit et continuer à croire à ses rêves, si on a ses rêves, pour arriver à obtenir des résultats qui sont dans la ligne d'arrivée, qui peut être en politique, dans la culture, sur le média, et bref, partout, dans tous les domaines de la société, pour pouvoir avoir de l'impact. Il ne faut pas venir en politique pour tenter d'acquérir des avoirs. Parce que si vous avez besoin d'acquérir des avoirs en politique, je vous conseillerais d'aller faire l'entrepreneuriat. Là-bas, c'est mieux rémunéré qu'en politique. Mais c'est vrai que ceux qui me suivent pourraient croire que je suis en train de faire la gueule de bois, mais c'est vrai. En politique, ça demande du courage, ça demande à ce qu'on soit endurant. J'ai parlé tout à l'heure de la misère qu'on est en train de faire à notre président national, qui est très endurant, qui va résister jusqu'au bout pour démontrer au peuple congolais que ce n'est pas des procès qu'on lui colle, c'est juste un tribunal médiatique à laquelle on veut l'assigner pour tromper l'opinion comme quoi il serait derrière un pseudo-détournement. Et sinon, mon message continuera sur ces sens. Je vous encourage, jeunes filles, grandes dames, de pouvoir vous engager partout où vous voulez, en politique si vous le voulez, et continuer à éclairer le monde parce que nous devons propager la clarté que nous sommes, nous devons propager l'espoir que nous sommes. On ne donne pas l'espoir, on est l'espoir. Très bien dit. Le même message. J'aimerais que vous puissiez passer ce message à toutes ces jeunes dames qui vous suivent pour peut-être réveiller quelque chose en elles et pouvoir emboîter vos pas. Alors, je dirais à ces femmes de venir, qu'elles viennent nombreuses, parce que la lutte continue, la lutte est là, qu'elles viennent à nos côtés pour qu'on puisse militer et faire de ces grands pays, redonner à ces beaux pays les couleurs pour lesquelles Patrice Emery Lumumba a donné sa vie. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités, Yoshibunga. Toujours un plaisir de revenir sur votre plateau. Très bien dit. Au Pessimbo, tu es un styliste, t'es vraiment. Toi là, tu es bien beau. Ah, on a regretté. Hein? Je ne peux pas finir l'émission sans
pensée à ma famille. Ma famille est les socles, l'essence de mes luttes. Je suis les résultats aussi du soutien, mais de l'accompagnement de ma famille. Alors, Très bien. une pensée à ma famille, à mes frères et sœurs. J'ai ma sœur qui est dans les publics, la styliste. Je la salue. Et j'ai mon frère qui est là, qui m'accompagne toujours sur les sur Ils n'ont terrain. pas de nom? Elle s'appelle Gracia Moutouti. Ok. Et mon frère s'appelle Jean-Paul Moutouti. Mais aussi une pensée à mon époux, qui est, si je veux dire, l'homme derrière la femme que je suis. Il m'a toujours soutenue et il m'a toujours accompagnée. Et ça, c'est très important que je les mentionne. Sinon, je pense aussi à toutes ces personnes qui croient en moi, qui voient en moi la grandeur et qui me poussent à me mettre au devant de la scène et à ne jamais abandonner quels que soient les obstacles. C'est sur ce mot que s'achève cette émission, c'est sur ce mot que s'achève en tout cas ce numéro de cette émission. Soyez en tout cas bénis de toutes ces paroles qui sont sorties du fond du cœur de ces personnes, de ces jeunes leaders qui croient en tout cas à l'avenir de ce beau pays. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai posé les questions comme il fallait. Je pense que nous allons nous retrouver la semaine prochaine à un autre sujet, peut-être avec les mêmes invités. Et donc, on va faire comme d'habitude, on va lever nos mains. Tout le monde, on lève nos mains et on dit bye bye. Bye bye. On s'acclame, non, quand même?